C'est un sujet dont on entend peu parler, vivre avec et après une tumeur cérébrale. Pour éclaircir les zones d'ombre, je reçois la docteure Younan. Elle est neuro-oncologue à l'hôpital Foch à Suresnes. Bonjour docteur Younan. Bonjour Céline. Quels sont les défis quand on vit avec une tumeur et après une tumeur cérébrale? Je pense que le principal défi, ça va être d'essayer de continuer à vivre le plus normalement possible, malgré les inconvénients dus aux différents traitements, que ce soit en tout début de maladie avec la chirurgie cérébrale, qui peut être quand même assez lourde comme geste, la radiothérapie, les allers-retours quotidiens en clinique, et puis les différents types de chimiothérapie ou de traitements, en tout cas médicamenteux. Concilier tout ça avec son quotidien. Concilier la fatigue induite par ces traitements, éventuellement la fatigue intellectuelle également, de légers troubles cognitifs qui peuvent être liés à la maladie ou au traitement antiépileptique, avec la vie de famille, avec le fait de poursuivre son travail ou pas, et de maintenir aussi son autonomie. Quels sont les traitements qui peuvent être proposés pour mieux vivre avec cette maladie? Alors au quotidien, pour essayer de mieux vivre, un des traitements principaux est la kinésithérapie, tout simplement, pour maintenir l'activité physique, maintenir la masse musculaire du patient et donc son autonomie, parce qu'un patient qui marche est un patient quasiment autonome, et ça c'est quelque chose de très important. Il y a également les traitements médicamenteux, les antiépileptiques pour les patients qui pourraient présenter de l'épilepsie en lien avec la tumeur cérébrale, ce qui n'est pas systématiquement le cas. Des épilepsies qui peuvent être soit focales, c'est-à-dire avec des symptômes qui restent assez localisés ou généralisés, des crises d'épilepsie un peu plus classiques, comme on se les imagine avec une perte de connaissance. Ce traitement antiépileptique va permettre aux patients justement d'éviter la récurrence de crise et donc de pouvoir continuer à vivre le plus normalement possible. En cas de grande fatigue liée par exemple à un édème cérébral, donc à une inflammation autour de la tumeur dans le cerveau, il peut y avoir beaucoup de fatigue vraiment liée à cette inflammation. Et là, des traitements comme la corticothérapie, que ce soit à court ou à plus moyen terme, sont des traitements qui vont aider à diminuer la fatigue et donc de poursuivre ses activités au quotidien. Vous avez parlé de prise en charge rééducative. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment c'est amorcé? Alors, cette prise en charge rééducative va avoir un rôle tout au long du parcours du patient, que ce soit au début, au diagnostic ou pendant les traitements un peu intensifs du début ou pendant le suivi. Il va y avoir plusieurs pans dans cette rééducation. Il y a vraiment le pan physique et puis le pan cognitif aussi. Au niveau physique, le principal outil est la kinésithérapie, comme je le disais. Et au niveau cognitif, ce sera la rééducation orthophonique, en fait la rééducation neuropsychologique, mais qui en ville est faite par des orthophonistes pour qu'il y ait un remboursement de cette prise en charge tout simplement. Le but est de rééduquer des facultés intellectuelles, des facultés de mémoire qu'on dit mnésiques, des facultés attentionnelles. Certains patients peuvent être un tout petit peu trop impulsifs sur certaines tâches, ça aussi, ça peut se rééduquer. On peut également rééduquer, c'est plus rare, mais de très rares patients ont des petites difficultés à reconnaître des émotions. Ça aussi, ça se rééduque au quotidien. L'orthophonie, c'est aussi apprendre à retrouver ses mots, parce que dans certaines fonctions de la localisation de la tumeur dans le cerveau, on peut avoir des difficultés à trouver ses mots, des difficultés à lire. Ce n'est pas systématique, mais ça peut arriver et ça se rééduque en orthophonie. Donc je pense que les deux piliers de la rééducation sont la kinésithérapie et l'orthophonie, de façon régulière, quel que soit le stade de la maladie, au début, en plein traitement intensif ou pas. La limite importante à ne pas dépasser, c'est la fatigue du patient. Toute cette rééducation doit se faire dans le respect de la fatigue. Les patients doivent apprendre, les praticiens aussi, mais les patients doivent apprendre à respecter leur fatigue. Parce que quand ils veulent aller plus loin que la fatigue et s'astreindre à faire énormément de kinésithérapie ou d'orthophonie sur une semaine, alors qu'ils ont des traitements de radiothérapie quotidiens, par exemple, pendant une période, ça va devenir contre-productif. Parce que cette fatigue va devenir extrême et puis ils ne vont pas être performants pendant la kiné, ils ne vont pas être performants pendant l'orthophonie, ils vont être frustrés. Et cette frustration est clairement contre-productive.
Et du coup, est-ce qu'on peut continuer à travailler pendant cette période-là? On peut continuer à travailler. Le but vraiment, c'est qu'on essaye d'accompagner nos patients pour qu'ils aient la vie la plus normale possible. Alors pendant les périodes intenses de neurochirurgie ou de radiothérapie qui peuvent durer quelques semaines, je déconseille de travailler parce que je pense que le plus important, c'est de se reposer entre deux traitements, entre deux séances de radiothérapie, pour se remettre de tout ça et justement s'en remettre le plus rapidement possible. Ce n'est pas pour autant que c'est exclu. Il y a des patients qui, entre deux séances de rayons, vont travailler, faire un mi-temps thérapeutique par exemple. Par la suite, une fois les traitements intenses passés, oui, il est tout à fait possible de reprendre son activité professionnelle, à nouveau toujours en respectant ses limites physiques, ses limites de fatigabilité intellectuelle qui peuvent exister, et ses limites de fatigue physique. Et donc cette reprise du travail, en général, se fait de façon progressive, on ne reprend pas à temps plein d'emblée, et puis on s'adapte. Ça peut être un temps partiel, ça peut être 80%. On s'adapte vraiment à la fatigue du patient. Nous, on ne donne pas de règles, c'est le patient qui va nous dire comment il le sent. Après, on essaie d'aiguiller les patients aussi parce que parfois ils sont un peu trop motivés et de leur dire qu'il faut vraiment qu'ils se limitent pour que justement ça puisse perdurer. Et quelque chose d'intéressant qui est arrivé ces dernières années, qui est un effet secondaire de la crise du Covid, c'est que le télétravail est de plus en plus répandu. Et ça, pour nos patients, c'est pas mal du tout. Parce que ça leur permet justement de reprendre le travail sans la fatigue des transports, sans la fatigue de rester toute la journée sur leur lieu de travail, d'adapter, de faire du télétravail quelques jours par semaine, d'être sur place d'autres jours et justement de moins se fatiguer. Certains patients qui sont en télétravail profitent par exemple de la pause de midi pour faire une petite sieste ou vraiment avoir un temps très calme qui leur est précieux. Et est-ce qu'on peut conduire? Alors, avoir une tumeur cérébrale n'est pas une contre-indication en soi à la conduite. Ce qui peut générer une contre-indication à la conduite, ce sont les symptômes qui peuvent être engendrés par la tumeur. Par exemple, une perte de champ visuel. Si une tumeur s'est mise sur les voies optiques, on peut avoir une partie du champ visuel, un quart de champ visuel ou une moitié de champ visuel qui peut être abîmé. Ce sont des choses qui peuvent être temporaires ou qui peuvent perdurer. Ça peut être une contre-indication à la conduite, mais cela devra faire l'objet d'examens, d'examens de champ visuel, d'ophtalmologie, pour voir ce qu'il en est et ce qui est possible dans la pratique. Autre grande limitation, c'est l'épilepsie. Quand on a une épilepsie liée à une tumeur cérébrale, quand on a fait une première crise, il y a une interdiction légale de conduite. Là, par contre, qui est claire, mais qui est claire uniquement pour une année. Cette année, elle a été fixée comme ça par le législateur. Pourquoi? Parce qu'on sait que pendant la première année, après une crise d'épilepsie, surtout dans ce contexte tumeur cérébrale, c'est le moment où on met en général en place les traitements. Il peut y avoir une chirurgie, des rayons, de la chimio. C'est une année qui peut être assez intense, fatigante. Et la fatigue peut générer des récidives d'épilepsie. C'est aussi la première année dans laquelle on met en place le traitement antiépileptique, qui, même si en général est assez efficace très rapidement, doit parfois être revu le traitement. On doit parfois mettre 2 molécules, on doit parfois changer de molécule si une molécule n'est pas bien supportée par le patient. Donc cette année, c'est vraiment pour recouvrir tout ça, cette période un peu plus compliquée, pour être sûr que le patient ne fasse pas de crise d'épilepsie au volant, le but étant de protéger et le patient et les autres usagers de la route. Après une année sans crise, le patient peut reprendre la conduite, même s'il est toujours sous antiépileptique, mais il est préférable qu'il s'adresse au médecin de la préfecture pour reprendre la conduite, médecin de la préfecture qui reverra son dossier médical, qui reverra son aptitude. Parfois, il y a des examens qui sont refaits sur la route pour voir ce qu'il en est. Et alors, on peut remettre au patient un permis de conduire provisoire d'une année. Et ça peut être refait pendant 5 ans. Après 5 ans sans crise, avec ou sans traitement antiépileptique, le patient peut obtenir normalement un nouveau permis de conduire plus définitif. Le médecin n'est pas du tout là pour faire de la délation. Donc on ne va pas dire ni aux assurances ni à qui que ce soit qu'il y a une épilepsie. Mais par contre, on est là pour bien préciser au patient qu'il y a interdiction légale de conduite pendant un certain temps et qu'il lui est conseillé d'aller voir le médecin de la préfecture pour être protégé. Pour être protégé aussi parce que s'il a un accident,
alors qu'il a repris la conduite en bonne et due forme, mais qu'il n'avait pas signalé son épilepsie. Et même si cet accident n'a rien à voir avec l'épilepsie, il peut avoir simplement fait de l'aquaplaning comme n'importe qui, les assurances peuvent poser problème et ne pas le rembourser alors qu'il serait en droit. Est-ce qu'il y a d'autres démarches administratives que le patient doit réaliser? Globalement, comme dans toute pathologie chronique, simplement déclarer une affection de longue durée pour pouvoir bénéficier des remboursements à 100% des différents soins. Quel type de soins de support vous recommandez à vos patients et patientes? Alors dans les soins de support, il y a plusieurs choses. Il y a premièrement le rôle de l'infirmière de coordination, qui dans la pathologie neuro-oncologique est une profession extrêmement répandue, qui est vraiment le binôme du médecin. L'infirmière de coordination va être là pour aider le patient dans son quotidien, pour justement répondre à toutes ses plaintes, vérifier aussi le suivi biologique, voir si au niveau des prises de sang il y a des soucis, et faire remonter tout ça au médecin si elle ne peut pas répondre elle-même directement. Je dis elle-même parce qu'en général ce sont des femmes. C'est un premier rôle paramédical très important. Il y a aussi le rôle des psychologues qui est extrêmement important, puisque c'est une pathologie qui peut être très anxiogène, et pour le patient et pour ses proches. Et donc le suivi psychologique et la prise en charge psychologique est proposé en général aux patients, mais aussi aux familles des patients. Ça peut être le conjoint, ça peut être les enfants, parfois des enfants très jeunes, qui ont besoin, ou en tout cas les parents dont le patient ont besoin d'une aide pour dire les choses aux enfants. Et ça, le médecin peut le faire, mais en général, il le fait accompagné d'un ou d'une psychologue qui maîtrise quand même beaucoup mieux la question de ces annonces un peu difficiles. En dehors de la psychologue et de l'infirmière de coordination, on a déjà dit les kinés, on a déjà parlé aussi d'orthophonistes, de neuropsychologues. Il peut y avoir aussi de la sophrologie, justement pour la gestion du stress au quotidien, avant des séances de radiothérapie ou même pendant la reprise du travail s'il y a un stress particulier. Les patients vont aussi aller voir d'autres professions. Par exemple, essayer d'accéder à de l'homéopathie, à de la naturopathie, à de l'ostéopathie. Je pense que c'est toujours important que le patient nous en parle en amont, simplement pour savoir s'il y a une contre-indication ou pas à ces différentes prises en charge. En général, il n'y a pas de contre-indication, mais on va simplement vérifier, par exemple, avec les traitements proposés par les naturopathes, s'il n'y a pas de contre-indication avec les chimiothérapies, s'il n'y a pas d'interaction entre les molécules, si ces molécules doivent être prises un peu à distance des chimiothérapies ou pas du tout. L'acupuncture aussi est un métier qui est souvent proposé aux patients et c'est toujours intéressant qu'ils nous en parlent. Et en général, on n'y voit aucune contre-indication. Je pense que tout soin paramédical qui peut aider à apaiser des angoisses, de la fatigue, certaines douleurs, même s'il y a peu de douleurs en général dans les pathologies neuro-oncologiques, sont les bienvenus. Vous recommanderiez par exemple la méditation? Oui, bien sûr, au même titre que la sophrologie. Tout ça sont des techniques très intéressantes et qu'on recommande aux patients, oui. Docteur, quel type de relation vous nouez avec vos patients et patientes au quotidien? C'est des patients que vous suivez pendant plusieurs mois. Comment ça se passe? Alors c'est une relation, je pense, qui est assez privilégiée dans le milieu médical parce que en tant que neurologue et oncologue, on s'intéresse à tous les détails de la vie du patient. On veut tout savoir, s'ils ont des amis, comment sont leurs voisins. En fait, on s'intéresse beaucoup à l'entourage du patient parce qu'on sait qu'à un moment, il est tout à fait possible que le patient ait besoin de cet entourage. S'il y a une perte d'autonomie, et puis aussi parce qu'il y a un impact de la maladie sur cet entourage. On parlait des enfants, de la famille, des proches. Donc on sait un peu tout sur le patient et je pense que ça c'est assez particulier à notre profession. On est là pour conseiller le patient, on est là pour le guider, on est là pour le traiter dans ses maux somatiques mais aussi psychiques. Et quand il n'y a pas un accès au soutien psychologique ou que le patient n'en est pas désireux, on est là aussi pour recevoir ces plaintes psychologiques pour essayer de les apaiser, même si ce n'est pas notre premier rôle en tant que médecin, c'est notre rôle également.
Donc je dirais vraiment que c'est un lien très privilégié et qui va plus loin que uniquement le patient, hein, avec des liens qui se lient avec les proches et qui vont durer des mois, mais aussi des années. Merci, Dr Younan. Avec plaisir.